Tout le monde parle en français, je vais essayer de ne pas parler en belge, mais aussi en français. Maintenant, plus sérieusement, nous sommes entre nous. S'il y a des points qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à m'interrompre pendant l'exposé. Et je tenais à associer 3 personnes à ce travail. En fait, c'est eux, dans la présentation, c'est surtout eux qui ont fait le boulot. Olivier Blaise de Strasbourg, qui vient de terminer un master. Fabrice Sartre de British Telecom. Et Aurélie Ruffin qui est à l'Arizona State University. Bien, donc je vais vous parler du fourragement et de la régulation des stocks chez les fourmis, et ce n'est pas à vous que je vais dire qu'il y a une très grande diversité d'organisations sociales, et on pourrait dire presque dans le domaine une espèce de schizophrénie entre essayer de mettre en évidence des spécificités de tel ou tel mode d'organisation, de chercher des lois générales. Et en termes d'intégration des individus à la vie sociale, sans doute que le sommet, le maximum est atteint, du moins chez les invertébrés, d'une part chez des organismes coloniaux comme, je ne sais plus comment on dit en français, le vaisseau-lière portugais, et les insectes sociaux. Et dans ces sociétés, dans ces colonies où il y a l'intégration forte, cette intégration repose à la fois sur des échanges de nourriture et d'énergie, et ces échanges sont également liés et conditionnent la division du travail. Dans le cas des fourmis, nous avons quelques fourrageuses, un certain pourcentage de fourrageuses qui collectent la nourriture pour l'ensemble de la colonie, et quand il s'agit de nourriture liquide, cette nourriture est échangée, du moins chez un très grand nombre d'espèces, par du bouche à bouche, par une trophallaxie. Et de manière schématique, c'est un peu comme ça que nous allons considérer, en tout cas aujourd'hui, notre société de fourmis. Nous avons ça commence bien, nous avons des fourrageuses qui récoltent de la nourriture, de l'énergie, qui rapportent cette nourriture, cette énergie au nid. Nous avons des stockeuses, nous avons une série d'échanges, et il y a également des processus de transformation de ces nutriments. Et en parallèle, bien sûr, à cette gestion des ressources et à leur transformation, la colonie mène d'autres activités comme la défense, la construction, etc. Et ce que nous allons voir, c'est quelques exemples du lien. Enfin, la question principale, nous verrons des exemples, c'est le lien entre les algorithmes comportementaux, les communications et la gestion de la récolte et des réserves. Et en fait, ces algorithmes, ces communications sous-tendent un réseau de feedback, un réseau de boucles positifs et négatifs. On a vu des exemples, par exemple, de ce type. C'est beaucoup plus général, ça ne s'applique pas spécialement aux fourmis. Nous avons vu des exemples hier dans la présentation de Cédric, lorsqu'il a évoqué les réseaux biochimiques au niveau cellulaire, où on a une multitude d'enzymes, de morceaux d'ADN, etc., de substrats qui interagissent. En fait, nous avons ce réseau qui lie les différentes espèces moléculaires, mais essentiellement ce réseau ces réseaux peuvent être vus comme des réseaux de feedback positif et négatif, et ces couplages, ces réseaux de feedback positif et négatif jouent un rôle clé dans l'organisation de la dynamique du système, ici de la dynamique de la société. Et je vais discuter, comme je le disais il y a un instant, 2 cas particuliers, un sous un aspect un peu plus expérimental, l'autre sous un aspect beaucoup plus théorique, qui sont d'une part la gestion du fourragement via les réserves, et là, deuxièmement, nous verrons à l'aide de modèles comment certains algorithmes relativement simples peuvent conduire à une distribution des activités de récolte et de stockage parmi les ouvrières. Je terminerai par quelques perspectives. Bien. Alors, si nous donnons une nourriture liquide à des fourmis, par exemple des formicats qui sont utilisés dans ces expériences, ce n'est pas facile de suivre où va se mettre cette nourriture, quelle est son évolution au cours du temps, parce qu'elle est stockée à l'intérieur des individus, elle est stockée dans leur cerveau social. Donc aujourd'hui, grâce aux physiciens, on a des techniques, et notamment l'utilisation de la radioactivité, et le jeu consiste tout simplement à offrir une nourriture marquée pour que ça avance tout seul. Le jeu consiste à donner la nourriture marquée à une colonie de fourmis et à placer cette colonie sur un scintigraphe
un scintigraphe médical. C'est un travail qui a été fait en collaboration avec le service de médecine nucléaire de l'université. Jusqu'à 17h, on met les petits vieux avec leur cancer sur le scintigraphe. Et après 17h, on mettait, les fourmis. Et ce que nous avons vu et que Cédric s'est repassé, on voit, grâce à cette scintigraphie, on a un suivi non perturbateur du flux de nourriture à l'intérieur du nid et de son organisation spatiale. Alors si on regarde les images, on ne voit pas grand-chose, il faut les traiter. Ce qu'on voyait sur le film, c'était en fait, oui, tu peux leur passer, on voit l'adéquation, et ça c'est pas surprenant, du positionnement de la nourriture et des fourmis qui apparaissent sur la partie droite de l'écran. Bien, alors on peut faire varier les paramètres dans ces expériences. Un paramètre classique, quand on regarde le fourragement chez les insectes sociaux, en particulier chez les fourmis, c'est de jouer avec l'affamement de la colonie. Et ce que nous voyons ici, c'est 3 séries d'images qui ont été obtenues après 1 jour d'affamement, après 4 jours d'affamement, après 7 jours d'affamement. Et ce que nous voyons, et ce n'est pas totalement surprenant du point de vue qualitatif, c'est qu'on a au cours du temps une augmentation de la surface marquée du nid et qu'en comparant jour après jour, eh bien, on voit que la quantité rentrée, la quantité stockée devient de plus en plus grande. Et en fait, donc cette quantité stockée augmente avec l'affamement et la relation, on n'a toujours pas d'explication, entre cette capacité stockée et le degré d'affamement est une variation non linéaire, légèrement exponentielle, et jusqu'à présent, on n'a pas d'explication pour cela. Bien. Alors, d'un point de vue plus quantitatif, on peut porter en graphique la quantité de nourriture rentrée dans le nid au cours du temps. On voit ici une échelle de temps, on voit un temps ici qui va jusqu'à 180 minutes. Ce sont les temps caractéristiques de toutes ces expériences de fourragement. Sur l'axe vertical, c'est le nombre de coups détectés par le scintigraphe par 30 secondes, mais le nombre de coups est directement proportionnel à la quantité de nourriture récoltée. Et quand on voit ici c'est dans un cas d'une expérience après 7 jours, les courbes représentent toutes cette allure logistique, sigmoïdale, caractéristique, une croissance de type plus ou moins exponentielle au début, et ensuite on tend vers un plateau. Et en fait, on peut ajuster cette courbe, cette cinétique expérimentale, avec l'équation suivante, une équation de type Verhulst, où j'ai une variable petit q. Petit q, en fait, c'est le rapport entre la quantité de nourriture rentrée dans le nid au temps t et la quantité maximale au plateau qui sera rentrée. Donc, cette vitesse de rentrée, ce flux, peut être ajusté par cette équation qui correspond à cette cinétique. Nous avons 2 termes principaux dans cette cinétique. On a un premier terme aussi que je viens d'entourer, enfin, c'est l'ordinateur qui vient d'entourer, où j'ai entre parenthèses A moins petit q. C'est un feedback négatif et cela exprime l'idée que plus il y a de nourriture rentrée à l'intérieur du nid, moins rapide moins importante sera la vitesse. Et ce feedback est linéaire, c'est-à-dire que l'effet de la quantité rentrée agit linéairement sur le flux de nourriture. On a un deuxième terme qui est ici alpha plus bêta q. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le terme alpha correspond à des sorties spontanées des fourmis vers l'extérieur, des sorties du nid, et on a un terme en bêta q qui est là, qui correspond à un feedback positif, à un processus d'amplification, et qui signifie que plus il y a de nourriture rentrée, plus la vitesse au temps suivant sera importante. Et ce terme bêta exprime en fait, on verra dans quelques instants, exprime 2 mécanismes, correspond à 2 mécanismes différents, un processus de recrutement qui correspond à des phénomènes d'amplification interindividuels et un phénomène que nous appelons auto-amplifiant qui correspond à une augmentation de l'activité de chacun des individus de par ses activités passées. Bien, alors ceci est donc une représentation, une description phénoménologique qui confirme l'importance d'un feedback négatif linéaire et d'un effet d'amplification.
Ceci est une description relativement macroscopique, phénoménologique, en ce sens qu'on s'intéresse non pas aux fourmis ici, mais à la quantité de nourriture présente dans le nid. Maintenant, si on essaie de faire le lien entre ceci et les comportements, alors il y a une littérature extrêmement vaste sur les mécanismes impliqués dans l'exploitation des ressources et la régulation des stocks, etc. Les publications allant de descriptions anecdotiques jusqu'à une description relativement quantitative de différentes étapes qui se déroulent lors d'exploitation des ressources. Et donc, comment ça se passe? J'ai essayé de faire une animation, et je m'excuse pour le style un peu naïf des dessins. Nous avons, au début de l'expérience, la majorité des individus qui sont dans le nid. Les individus noirs vont correspondre à des domestiques, c'est des individus qui ne vont quasiment jamais sortir du nid, et des individus bleus qui sont des fourrageuses, des individus qui potentiellement donc, vont aller à l'extérieur du nid récolter de la nourriture. Et donc, au temps T0 de l'expérience, la majorité des individus sont dans le nid et on a quelques éclaireurs qui sont à l'extérieur. Un de ces éclaireurs découvre la source de nourriture, va ingérer cette nourriture et va rentrer, si elle le veut bien, oui, elle va rentrer au nid et dans la majorité des espèces, il y a, lors de ce retour au nid, il y a un dépôt de pistes chimiques, la formation d'une piste chimique. Dans le nid, cette fourrageuse va pratiquer une prophylaxie avec des domestiques et nous allons avoir un échange de nourriture entre la fourrageuse et la domestique. Ce qui va se passer par la suite, c'est que cette fourrageuse va avoir une probabilité extrêmement élevée de retourner à la source de nourriture en renforçant la piste, et ce renforcement va avoir aussi comme effet de stimuler d'autres fourrageuses en attente à sortir du nid. Quant à la domestique, elle va éventuellement pratiquer d'autres prophylaxies avec d'autres domestiques. Dernier point important, c'est que si la fourrageuse ne parvient pas à offrir, à se débarrasser de sa charge, elle va rester à l'intérieur du nid. La piste ici va correspondre, va être un des éléments clés dans l'apparition des feedbacks positifs lors de l'exploitation de la ressource. Et le phénomène, le feedback négatif essentiel, je venais de le mentionner, c'est qu'une fourrageuse qui est incapable de se décharger ne quitte pas le nid et reste à l'intérieur du nid. Alors dans une dynamique de ce type, on peut avoir d'autres boucles négatives qui peuvent intervenir. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais par exemple, il y a toute une série de boucles négatives qui peuvent apparaître au niveau de l'exploitation de la source et au niveau de la dernière boucle positive dont nous parlerons tout à l'heure. Il y a cet effet d'auto-amplification au niveau individuel, en ce sens qu'une fourrageuse qui a visité la source, qui a connu le succès lors de ses déplacements précédents, va tenter à ressortir plus souvent du nid. Donc, ceci est une description qualitative du phénomène et on peut facilement traduire toute cette dynamique, toutes ces étapes en un système d'équations différentielles qui décrit l'évolution au cours du temps des différentes variables du modèle, des différentes variables du phénomène. Alors, ne soyez pas effrayés, ce n'est pas parce que quelqu'un parle latin qu'il dit des choses intelligentes. Ça, c'est tout simplement un outil pour comprendre et quantifier le phénomène. En fait, on a une série de variables qui correspondent aux deux castes ouvrières et fourrageuses que nous considérons et aux différents états dans lesquels peuvent se trouver les individus. Le O, par exemple, correspond aux fourmis qui sont à l'extérieur, F, les fourmis naïves, c'est-à-dire les fourrageuses naïves, qui ne sont pas encore sorties du nid. Les fourrageuses remplies, c'est celles qui reviennent de rentrer dans le nid. On a la formation de ces fameux couples de trophallaxie. On a les fourrageuses vives, c'est-à-dire celles qui viennent de donner leur nourriture à des domestiques et qui sont toujours à l'intérieur du nid et qui vont éventuellement ressortir. On a la dynamique d'évolution des domestiques vides et remplis, et enfin, on a une dernière équation qui donne l'évolution de la concentration de la piste qui relie le nid à la source de nid. Et récemment, Olivier, au cours de son Master 2, a essayé de vérifier, essayé de valider ce modèle, et la validation marche relativement bien. On a ici, sur ce graphique,
le temps. En gris et bleu, nous avons les résultats expérimentaux. Le gris, c'est le quart type, le bleu, c'est la valeur moyenne. Dans les deux cas, le cas où la colonie a été affamée pendant 4 jours, une colonie Formica a été affamée pendant 4 jours, et ici, une colonie, la même colonie de Formica, enfin le même groupe de colonies de Formica qui ont été affamées seulement pendant une journée. Et donc avec le modèle que je viens de vous montrer, on obtient relativement facilement, entre guillemets, c'est certainement pas l'avis d'Olivier, mais on obtient relativement facilement un bon ajustement entre le résultat expérimental et le résultat théorique. Et cette petite validation, entre guillemets, alors encourage à explorer théoriquement le modèle et à regarder quelles peuvent être ces différentes prédictions. Et je vais vous en présenter seulement 2. La première concerne une question d'optimalité. Et ce qui est représenté ici, c'est le temps nécessaire pour que la colonie soit remplie à 95% de sa capacité totale de stockage en fonction du nombre de fourrageuses dont dispose la colonie. En fait, on a imposé une situation où on a un total de 200 ouvrières qui correspondent, 200 étaient les valeurs utilisées dans les expériences de Rudy Buffin, et artificiellement, on a considéré des colonies, des espèces théoriques, ou des colonies théoriques qui n'avaient que 10 fourrageuses sur les 200 individus, ou des colonies qui, par exemple, avaient 160 fourrageuses sur 200 individus. Et un résultat qui n'était pas attendu et qui est un peu non intuitif, c'est que lorsqu'on regarde le temps de remplissage, ici exprimé en secondes, en fonction du nombre de fourrageuses pour une population totale de 200 individus, on s'attendait à ce que plus le nombre de fourrageuses soit important, plus rapide soit le remplissage, plus court soit le temps de remplissage. Et ce qu'on voit apparaître, c'est qu'il y a un optimum, c'est-à-dire qu'il y a un nombre optimal de fourrageuses qui minimise le temps d'exploitation. Si on n'a pas de fourrageuse là, le résultat est tout à fait intuitif et trivial, il n'y a personne qui sort et le temps pour se remplir sera infini. Par contre, ce qui n'est pas du tout évident, c'est que si on augmente de trop le nombre de fourrageuses, eh bien, le temps se remet à augmenter. Alors, on peut en discuter tout à l'heure, comment expliquer a posteriori ce phénomène. Deuxième prédiction du modèle, c'est que si je reprends donc ce modèle que je viens de présenter et que j'ajoute un terme qui est la consommation de la nourriture, mais consommation de la nourriture et de l'énergie qui, elle, se produit d'office sur des échelles de temps beaucoup plus importantes. En gros, les calculs simples montrent que, par exemple, une chlache qui a rapporté une fourmi lui permet de parcourir sans aucune difficulté 500 mètres. C'est-à-dire que pour épuiser la quantité de nourriture qu'une colonie va avoir ramenée en 3 heures, eh bien, nous allons avoir besoin d'un temps de l'ordre de 3-4 jours, si pas plus. Donc, on a des échelles de temps différentes, mais lorsqu'on couple cette consommation aux dynamiques que je vous ai présentées, eh bien, ce qu'on voit apparaître, c'est, en jouant sur les valeurs de paramètres, c'est toute une série de dynamiques à l'échelle de la colonie, et notamment un phénomène un peu spectaculaire, c'est qu'on voit apparaître notamment des activités périodiques, des rythmes endogènes, qui sont le résultat du couplage de feedback positif que j'ai mentionné et d'un feedback négatif qui est le thème de consommation. Et donc, l'activité devient périodique, rythmique, de manière totalement endogène, sans être une réponse à un pacemaker externe. Bien, alors, je vais passer maintenant à une seconde étape, c'est que j'ai fait une présentation ici du nid où j'ai négligé l'espace et où j'ai négligé, en gros, les différences interindividuelles. Nous n'avons simplement considéré que ouvrière et fourrageuse. Mais le nid n'est pas un mélange parfait, il y a une organisation spatiale, et ceci est donc un graphique obtenu avec le scintigraphe lorsqu'on est à l'équilibre, et qui donne la distribution de la nourriture et des fourmis dans l'espace du nid. Le nid fait à peu près, je ne l'ai pas dit, 10 cm sur 10 cm. Et en fait, on a un pic de concentration, un pic de stockage. Et une analyse fine montre qu'en fait, au bout d'une demi-heure, 1 heure, toutes les fourmis ont reçu un peu de nourriture, mais que la distribution du stockage est extrêmement hétérogène. Et, par exemple, environ 20% des fourmis stockent 50%
de la nourriture. Ce petit graphique ici montre de manière plus quantitative justement ces effets de concentration dans l'espace où j'ai la distance au centre, au pic de concentration. Donc j'ai la quantité de nourriture en fonction de cette distance et j'ai cette espèce de gaussienne qui descend relativement rapidement. Et donc la question qu'on se pose, c'est quelle est l'origine de cette hétérogénéité de la charge de la quantité stockée. Une partie de la réponse se trouve dans le comportement grégaire d'agrégation des individus, mais une autre partie qui est liée à cette remarque se trouve dans le fait que chaque fourmi n'est pas équivalente et ne stocke pas la même quantité de nourriture. Alors ça, c'est un problème classique dans le domaine des insectes sociaux. Ce sont les différences inter-individuelles, l'existence de castes dont nous avons parlé, mais en fait, toutes les différences de type idiosyncrasique, etc., c'est un des cœurs des réflexions en mymétologie. Et on peut dire qu'il y a un script classique qu'on peut nier, il explique pas mal de choses, et ce script classique considère que les individus sont préprogrammés, dans le cas qui nous intéresse ici, pour stocker des quantités plus ou moins importantes de nourriture, ou sont programmés pour avoir des probabilités plus ou moins élevées de donner de la nourriture ou d'en recevoir. En fait, en termes de modèle, on peut dire que chaque individu est caractérisé par ses propres valeurs de paramètres qui caractérisent, paramètres qui correspondent à sa capacité de charge, à sa probabilité de donner, etc. Et il y a toute une série de données dans la littérature, pas spécialement pour le stockage, mais qui montrent que ces différences interindividuelles peuvent être dues à la génétique des individus, à leur âge, mais aussi, par exemple, à leur histoire individuelle. Et ça nous conduit, pour résumer dans le cas du stockage, j'ai deux fourmis qui se rencontrent, une qui est plutôt donneuse, une qui est plutôt receveuse, et lors de l'échange, eh bien, par exemple, la noire aura plus tendance à prendre et à recevoir de la. Un schéma alternatif, c'est que la différenciation, les différences entre les individus ne trouvent point son origine dans des paramètres différents, mais trouvent son origine dans les règles d'échange des individus, et que tous les individus, on sait que c'est faux, c'est une attitude extrême que l'on prend dans le modèle, qu'on va prendre dans le modèle, c'est que tous les individus sont caractérisés par des valeurs de paramètres identiques. Et donc, lors d'un échange entre ces deux individus, la quantité qui va passer de l'un à l'autre va dépendre de leur charge Q1 et Q2. Et donc, on peut développer un modèle dont j'ai fait grâce des équations, mais qui reprend l'idée suivante. On suppose ici que nous sommes par exemple à l'intérieur rien que de la caste domestique, et nous avons ces échanges entre domestiques. Nous avons deux domestiques qui se rencontrent par hasard. On a un échange qui dure un certain temps, et il se passe une petite quantité, et puis il y a un autre échange qui suit, etc., etc. Je reviens. Et chaque individu est caractérisé par une probabilité de données qui va dépendre de sa charge, et par une probabilité de données, je me suis trompé, là, R, ça correspond à recevoir, et D, ça correspond à donner. Donc, il est caractérisé par une probabilité de recevoir et une probabilité de donner qui dépend de la charge. Et on peut, grâce à ce modèle, montrer qu'à l'état de régime, donc lorsqu'on est au plateau, la quantité d'individus, ou la fraction d'individus qui ont une charge petite i ici étant le multiple de l'unité d'échange, est donnée par cette équation où les paramètres sigma d et sigma r correspondent à la quantité totale présente dans le nid, et le PR et le P indice D correspondent donc à ces probabilités de donner et de recevoir. Et cette équation est tout à fait générale, est indépendante des formes spécifiques P de R, P indice R et P indice D. Maintenant, la solution et la forme de la distribution de XI, elle va dépendre des formes de P de R et de P de I. Et on a considéré, donc regardez, trois cas extrêmes qu'on a appelés loi constante, linéaire, antilinéaire et vague. Je m'explique. Alors, la loi constante exprime tout simplement l'idée
que la probabilité de donner ou de recevoir est indépendante de la charge transportée. La loi linéaire, elle est très intuitive, c'est que plus j'ai de nourriture en moi, plus ma probabilité de donner sera élevée, moins j'en ai, plus ma probabilité de recevoir sera plus ma probabilité de recevoir sera élevée. La loi antilinéaire, c'est l'inverse. Elle est là relativement contre-intuitive et discutable du point de vue biologique, c'est que plus j'ai envie de recevoir, moins j'ai, moins je recevrai. Alors elle n'est peut-être pas très réaliste du point de vue biologique, elle est peut-être réaliste du point de vue économique, mais ça c'est un autre problème. Bien. Et alors, il y a ce que la loi que Jonathan, qui étudie en particulier ce modèle, a appelé la loi Waag, qui est en fait une loi qui présente un maximum et qui est basée sur une série d'indications semi-qualitatives venant de la littérature. C'est quoi cette loi Waag? Eh bien, ici, donc, nous avons toujours sur l'axe horizontal la charge portée par l'individu, et si je prends par exemple la probabilité de recevoir, cette probabilité de recevoir augmente avec la charge que je porte, mais lorsque j'atteins une certaine valeur maximum, cette probabilité de recevoir va diminuer. Et pour la probabilité de donner, c'est un peu le complémentaire. Moins j'ai, plus j'ai tendance à donner, mais lorsque j'ai beaucoup, ma probabilité de donner réaugmente. Alors si on injecte ces différentes formules, ces différentes probabilités d'échange dans l'équation que nous avons vue précédemment, qu'est-ce qu'on a comme prédiction? Alors on obtient ceci. Alors je m'explique, qu'est-ce qu'il y a sur les axes verticaux, qu'est-ce qu'il y a sur les axes horizontaux? Sur les axes horizontaux, c'est la charge transportée par l'individu, et sur les axes verticaux, c'est le nombre d'individus caractérisés par cette valeur de charge. Les valeurs de charge ont été normalisées. Et nous considérons trois cas: la loi constante, donc on a ces probabilités plates, les lois linéaires où on a l'augmentation de données qui augmente avec la quantité portée et de recevoir qui diminue avec la quantité portée, et la loi Waag, la dernière que nous avons vue, c'est celle qui présente un maximum. Et maintenant, au niveau des lignes de ce graphique en matrice, en fait, ça correspond à des quantités totales stockées dans le livre. Si je prends la probabilité constante, il y a là quelque chose qui était pour nous un peu surprenant au début, c'est que on a cette loi constante, et quand on regarde comment est distribuée les charges parmi les individus, on a des distributions de type exponentiel. C'est-à-dire que bien que tous les individus soient tous identiques, on a une extrême variabilité entre les charges portées. Et suivant la quantité totale stockée, le maximum sera pour des petites valeurs, c'est-à-dire beaucoup d'individus peu remplis. Si les quantités stockées sont importantes, on a une inversion de cette exponentielle, et le maximum va se trouver au niveau des individus qui sont totalement chargés. Pour la loi linéaire, en fait, là, le résultat est assez intuitif. On obtient une distribution de type gaussien. On a un maximum qui va correspondre à la moyenne de la charge par individu, c'est-à-dire la quantité totale stockée divisée par le nombre d'individus. Et si on augmente la quantité totale dans le nid, eh bien, cette moyenne se déplace de plus en plus d'une valeur faible à une valeur élevée. Et qu'est-ce qu'on obtient enfin pour la loi Waag, donc celle qui présentait un maximum? Là, on observe une différenciation extrêmement marquée entre des sous-groupes de fourmis stockeuses. Et je vais commencer par le graphique du milieu, où donc j'ai toujours le nombre d'individus en fonction de leur charge. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on constate qu'on a deux sous-groupes qui ont émergé, qui sont apparus spontanément. On a un sous-groupe où les individus ont une charge relativement importante, et puis entre cette charge relativement importante et des valeurs petites, on n'a personne, et ensuite on a un pic avec un grand nombre d'individus qui n'ont quasiment pas de charge. Si la quantité totale dans le nid augmente, ce pic à zéro disparaît, et on n'a plus qu'un seul pic où tout le monde est bien chargé, on retourne dans cette situation. Si la quantité est faible, eh bien on a un très très grand nombre d'individus vides, mais on a quand même quelques individus qui ont pris l'énorme majorité de la nourriture. Et donc on a ici, dans ce système, une différenciation liée à l'histoire des individus et liée à l'histoire des échanges et liée
à cette règle de l'échange.